Les copains, c'est la dernière table ronde de cette journée extraordinaire de Paul & Chill. Ok, juste après, ça va être la bamboche, la fiesta. On se retrouvera juste après cette table ronde pour discuter encore un petit peu. Donc, vous restez branchés avec nous. Et voilà, restez focus sur cette dernière table ronde. Connectez-vous, réagissez dans le chat. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Et on va se retrouver voilà, juste après. C'est le dernier débat. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a au fond à droite? Jean Massier et ses invités. On se retrouve tout à l'heure. Jean, c'est à toi. Et bonjour Paul & Chill, ça va toujours? Ça fait super plaisir, merci les amis d'être toujours plus nombreux et nombreux en ligne ou ici en direct sur Paul & Chill pour ce festival. Merci d'être avec nous, merci d'être restés, merci de nous avoir écoutés. On va continuer nos réflexions, nos discussions et j'ai beaucoup insisté pour qu'on organise ce temps d'échange, cette discussion sur un sujet qu'on aborde moins souvent que l'état de la gauche, parce que c'est quand même vachement plus rigolo de parler de la NUPES, etc. Je voulais qu'on parle de la droite. Je voulais qu'on parle de la droite, de ce camp politique qui pour beaucoup est un impensé, est quelque chose de mystérieux, d'homogène, de lointain. Et je voulais avoir des gens qui m'accompagnent et qui nous aident à mieux comprendre ce que c'est, ce que ça n'est pas, ce que ça pourrait être, ce que ça devrait peut-être être de droite. En 2023. J'ai l'immense plaisir d'avoir un super panel qui a accepté de venir. On est notamment avec Robin Reda. Bonjour Robin. Bonjour Jean. Merci d'avoir accepté de venir. Robin, toi tu es député Renaissance, mais tu viens des Républicains. Donc tu as un parcours personnel que tu nous raconteras, mais je trouve ça intéressant. Merci d'avoir accepté de venir. On est avec Christine Lavarde. Bonjour Christine. Bonsoir Jean. Merci toi aussi d'avoir accepté de venir. Christine, tu es sénatrice des Hauts-de-Seine. Tu viens d'être réélue dimanche dernier. Bravo à toi. Tu avais passé une tête à Backseat la semaine dernière pour notre émission spéciale sénatoriale. Et donc tu es sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine. Tu sièges au sein du groupe LR et tu nous expliqueras ça. On est avec Alexandre Sulzer. Salut Alexandre. Bonsoir Jean. Merci d'avoir accepté de venir. Toi tu es journaliste au Parisien. Merci beaucoup d'être avec nous. Et on retrouve Émilien Warvial. Tu étais avec nous tout à l'heure, Émilien, sur la table ronde précédente. Et je te présentais comme un droitologue. C'est vrai. Un droitologue, exactement. Ma seule passion. On rappelle... Non mais je sais même pas si on rappelle. Comment tu veux que je l'introduise cette question? C'est quoi être de droite en 2023, bordel de merde? Je sais pas comment mieux l'expliquer. Comment est-ce que vous expliqueriez à quelqu'un qui s'en éloigné de la politique, qui voit tout ça avec beaucoup de regard, bon, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. Ça veut dire quoi être de droite? Émilien, si je te demande de m'aider, là, comme ça, à brûle-pourpoint, tu me fais quoi? Je te dirais sans doute que les gens de droite sont des gens qui croient qu'il existe des formes d'équilibre dans la société, qu'il y a un besoin d'ordre, qui explique qu'il ne faut pas trop bousculer les choses. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut rien réformer. Souvent, ils veulent beaucoup réformer, mais en tout cas, il faut reconnaître qu'il existe des équilibres économiques, sociaux, culturels, qu'il ne faut pas trop bousculer. Il faut ça respecter, auxquels on doit pouvoir parfois revenir éventuellement. Et en fait, les réformes qu'on doit faire, c'est des réformes pour laisser pleinement s'exprimer ces équilibres. C'est par exemple éventuellement retirer un peu d'État-providence, ou en tout cas limiter par exemple les taxes parce que c'est une atteinte à l'ordre social et économique, aux grands équilibres. C'est aussi un camp politique qui est très méfiant vis-à-vis des idéologies politiques qui entendraient changer le monde trop radicalement. Okay. Donc évidemment, il y a une opposition historique au communisme, au socialisme. Fut un temps, c'était plutôt la République, mais bon, ça s'est quand même passé depuis bien longtemps. Aujourd'hui, évidemment, c'est la gauche, c'est peut-être l'islamo-gauchisme, le wokisme, enfin, tout ce qu'on peut mettre comme nom derrière. Un changement trop brutal et mal vu par principe, parce qu'il est trop brutal ou parce qu'il est un changement? Parce qu'il est un changement de principe. C'est-à-dire que les gens de droite disent, par exemple, l'égalité, c'est très bien, mais attention à ce qu'on peut faire au nom de l'égalité. Est-ce que ça justifie vraiment tout? Dans l'histoire, on a pu faire des choses horribles au nom de l'égalité. Donc faisons attention. Et normalement, c'est aussi quelque chose qui peut jouer aussi de l'autre côté. Un projet qui serait trop réactionnaire, là donc je parle de la droite modérée, un projet qui serait trop réactionnaire, qui voudrait revenir à une forme d'essentialisation des gens, ou un passé qui finalement existerait que dans la tête des gens, mais qui n'aurait rien à voir avec la réalité. Normalement, c'est aussi quelque chose qui est censé provoquer des petites alertes, mais pas tout le temps aussi. Christine, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette idée d'équilibre qui existe et qu'il faut respecter? Alors déjà, j'étais en train d'essayer de voir si je me reconnaissais dans ce portrait robot. C'est pour ça que je te pose la question. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je ne sais pas si tout ça parle beaucoup, en fait. Enfin, aujourd'hui, moi, si je devais dire en trois mots, dis-moi, vas-y, ouais.
c'est reconnaître la valeur travail, c'est-à-dire penser... Ça veut dire quoi ça? La valeur travail, c'est de dire qu'aujourd'hui, le travail apporte un rôle dans la société et qu'il faut mieux inciter les gens à travailler plutôt qu'à vivre des allocations. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment créer une vraie différence entre le travail et les allocations. Mais j'ajouterais qu'on a aussi en tête que tout le monde ne peut pas et qu'on ne doit pas laisser sur le bord du chemin. Donc ce serait plutôt un principe finalement contre l'égalité, l'équité. C'est-à-dire aussi à chacun en fonction de ses besoins, plutôt que de donner la même chose à tout le monde. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la notion de chacun. Il y a une question d'individu, l'individu étant pris individuellement, à la différence d'une approche de gauche qui serait plus holistique, qui prendrait des masses, des groupes sociaux. Effectivement, je crois que nous aussi, parce qu'en plus, quand vous dites la droite, comme si c'était un corpus homogène, On va en parler. Il me semble qu'il y a plusieurs droites, et même à l'intérieur d'un groupe comme le groupe Les Républicains du Sénat, plusieurs nuances de droite. Oh oui. Mais je pense qu'on a au moins tous quelque chose en commun, qui est le principe de liberté. Nous, on pense beaucoup que les gens doivent pouvoir choisir et qu'il ne faut pas interdire, mais qu'il faut laisser le choix. Et par exemple, si on parle tout à l'heure d'écologie, objectivement, nous, on est vraiment contre, par exemple, ce truc de dire interdit de prendre plus de 2 fois l'avion dans sa vie. Par contre, on dit qu'il faut avoir c'est un choix, et que le prix du billet d'avion doit répercuter le coût des externalités. Donc si effectivement prendre l'avion c'est très polluant, la personne va faire le choix de payer très cher pour prendre l'avion pour son loisir, pour son business, que sais-je, mais on ne va pas lui interdire de dire non, c'est 2 fois dans ta vie et après t'arrêtes. Bye bye. Quitte à ce que ce ne soit plus que les riches qui aient le droit de prendre l'avion parce que ce seront les seuls qui auraient les moyens de le prendre. Mais de toute façon, dans le système, on interdit pour tout le monde 2 fois. Riche, pauvre, tout le monde prend l'avion 2 fois et bye bye quoi. Oui, c'est ça. Non, mais donc là, on laisse quand même un choix. Mais par exemple, sur les soutiens à l'essence, objectivement, faire une réduction à la pompe pour tout le monde, c'est débile. C'est débile. Il faut venir aider les personnes pour qui prendre sa voiture, on ne peut pas aller travailler, on ne peut plus vivre, on ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de transport en commun, parce que. Par contre, je suis désolée, mais la personne qui prend sa voiture pour aller en week-end, c'est son choix. Donc à ce moment-là, elle doit payer le vrai prix de ce loisir versus je reste chez moi, je regarde la télé, enfin que sais-je. Robin, toi qui viens des Républicains, qui a fait un chemin pour aller vers Emmanuel Macron, est-ce que tu as l'impression d'avoir déménagé, d'avoir changé, ou est-ce que tu es toujours à ta place? Est-ce que tu es de droite aujourd'hui? Comment tu te définis, tiens d'ailleurs? Ça commence bien. Ouais, on est bien. Hein. Alors, rebonjour à tous. Moi, je suis très reconnaissant à Emmanuel Macron d'avoir sauvé la droite républicaine. Parce que qu'y a-t-il au fond à droite? Il y a le trou béant de tous les talents et de toutes les bonnes idées de la droite républicaine qui sont tombés dans le puits des échecs successifs depuis une dizaine d'années de la droite sur le plan national. Et Emmanuel Macron, depuis 2017, et c'est pour ça que j'ai cheminé en venant des Républicains vers sa majorité, a permis finalement à des gens de droite, mais aussi des gens qui ne venaient pas de la droite, d'accomplir en partie un projet pour lequel nous nous battons, nous, avec nos idées depuis des années. Celui de libérer l'entrepreneuriat, celui de baisser les prélèvements obligatoires dans le pays, celui d'assurer malgré tout une stabilité dans un pays qui est soumis aux aléas du monde, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, celui aussi de reprendre le fil de la construction européenne, alors même que c'est un débat qui traversait et divisait la droite depuis des années. Et moi, je voudrais tordre le cou à une idée qui a été évoquée en filigrane, c'est que la droite, c'est pas forcément le conservatisme. Il y a aujourd'hui des conservatismes politiques à droite et à gauche. L'idéologie de la décroissance à gauche, ce rapport à la modernité qui rappelle un peu ce rapport à la modernité que peuvent avoir les conservateurs de droite historiquement, on le retrouve aujourd'hui dans la décroissance à gauche. On parlait de ne pas prendre l'avion, on pourrait penser à plein d'autres choses. Sauf que quand on est de droite, quand on se sent de droite ou quand on vient de la droite, on a aussi un rapport un peu charnel à la réalité, au principe de réalité. Vous pouvez détester la modernité et pourtant tout le monde a un iPhone dans sa poche, y compris ceux qui sont pour la décroissance la plus radicale. Vous pouvez vouloir une sorte d'égalité parfaite, mais vous êtes obligé de composer avec votre idéal. Quand on fait de la politique, quand on est un responsable politique, on doit composer avec cet idéal. Okay. Et puis je dirais, pour conclure, que ce positionnement politique, c'est aussi un rapport à la mémoire.
C'est-à-dire que nous, on croit beaucoup à l'idée d'héritage. Alors, je ne pense pas à l'héritage au sens financier du terme, mais l'héritage d'un pays, l'héritage d'une nation, l'héritage d'une histoire, et on pense qu'on ne construit rien sur du sable, qu'on est toujours des nains juchés sur les épaules de géants. C'est l'éternelle différence gauche-droite entre le faisons table rase du passé et au contraire oui, valorisons alors nos à racines. gauche, tout le monde ne veut pas faire table rase, Non, mais c'est une et caricature, à droite, tu vois ce que je veux parfois, dire. certains se pensent hommes ou femmes nouveaux. Mais je crois fondamentalement qu'il y a ce rapport à la mémoire, ce rapport à l'histoire, Ok. et cette envie de mettre en avant une culture dont nous héritons et qui nous appartient à la fois de faire prospérer et puis de faire aussi grandir, évoluer. Alexandre, est-ce que tu trouves On que appelle le conservatisme. ce qu'on appelle le conservatisme. En première approximation, est-ce que tu trouves que notre tour d'horizon là est suffisant ou est-ce qu'il nous manque une brique qui permet de comprendre ce qu'est au fond être de droite? Alors, je ne sais pas si ça résume entièrement la question parce qu'elle est effectivement très complexe et vaste et effectivement définir la droite, c'est un objet qui peut prendre une vie d'étude. Mais les trois réponses, finalement, illustrent, je trouve, alors on va retomber sur des choses très classiques, mais illustrent chacun des trois intervenants a répondu un peu de façon à illustrer les trois droites de René Raymond. René Raymond avait donc un universitaire qui fait référence sur la droite, avait classé la droite en trois familles. La droite légitimiste, donc issue monarchiste, attachée à l'Ancien Régime, qui est une droite extrêmement conservatrice, réactionnaire, anti-révolutionnaire, une droite bonapartiste, attachée à la figure du chef, et plus à la figure du chef que finalement qu'à la politique, vraiment à l'idée d'avoir un chef qui emporte la nation, et la droite orléaniste qui est davantage attachée à une droite libérale, pro-business, entrepreneuriale. Et Émilien, sa première réponse spontanément, c'était plutôt sur la question du conservatisme, du fait de ne pas bouger les choses. Donc ça illustre bien cette droite légitimiste. La réponse de Christine était davantage sur le travail, donc illustrait plutôt cette question de la droite orléaniste. Et la première réponse de Robin était davantage sur la figure du chef, Macron, qui a réussi à emmener des gens derrière lui. Et finalement, ça illustrait assez bien ce propos de René Raymond. J'ai trouvé que ça, finalement, on retombait un peu sur nos pattes assez spontanément. Et alors, cette typologie des trois droites que tu viens de citer, elle est aussi critiquée souvent en disant Absolument. c'est bon, là on a changé de modèle, on n'enseigne plus ça à Sciences Po, c'est fini, c'est vu et revu. Est-ce qu'on a raison de dire que c'est vu et revu? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des nouvelles droites? Est-ce qu'il y a d'anciennes droites qui changent? Émilien, est-ce qu'il y a des dynamiques à droite aujourd'hui, de nouveaux mouvements, de nouvelles idées? Est-ce que le centrisme d'Emmanuel Macron est une nouvelle droite? Est-ce que c'est un retour à un giscardisme? C'est quoi? Alors, il y a une critique un peu fondamentale qui avait été faite au modèle de René Raymond, c'était de ne pas vraiment voir la quatrième droite que des gens comme, là j'ai un Michel Vinocq, pardon, avait appelé la droite nationale et populiste, donc qui était plutôt héritière de Drummond, de Barrès, donc pas forcément des choses avec lesquelles les gens de droite modérée pourraient se retrouver, mais qui avaient compté, donc c'était un ajout à typologie. Après, c'est vrai que ces grandes traditions-là, elles ont quand même un peu fait leur temps, ne serait-ce que parce que les partis sont devenus aujourd'hui électro-professionnels, parce que ces trois droites-là, elles ne sont pas restées indéfiniment de leur côté, elles ont beaucoup collaboré, il y en a qui ont un peu disparu. La droite légitimiste, traditionnellement, bon, si on la prend vraiment au sens du terme, c'est éventuellement Éric Zemmour aujourd'hui, ou les lefévristes, mais sinon c'est quand même pas énorme. Et elles ont travaillé de manière régulière. L'UDF et le RPR, qu'on considérait comme deux droites tenant du libéralisme et du bonapartisme, ont quand même travaillé main dans la main, sont répartis des circonscriptions pendant un moment, ont fini par émerger dans l'UMP. Alors après que les gens ont trouvé satisfaisant ou pas, qui a peut-être fait son temps, mais ont vraiment travaillé ensemble. Et donc moi je pense, et ce que je dis dans ma thèse, c'est qu'il y a des sensibilités, ça c'est sûr, il reste des gens qui sont attachés à des marqueurs, certaines entreprises, l'État, l'Europe, d'autres un peu plus nouveaux comme l'écologie. Et après, ça peut faire éventuellement quelques petits dissensus sur des sujets, sur faut taxer plus ou pas, est-ce qu'on fait des fonctionnaires, etc. Mais fondamentalement, le socle commun, il est là, quoi. Il y a plus de points communs que de différences. Et je prends un parti comme les Républicains, le fait qu'ils soient restés unis, bien qu'il n'y ait pas forcément toujours des accords entre personnes énormes et qu'il n'y ait pas une doctrine qui soit aussi claire qu'elle pourrait l'être dans des partis comme le Parti communiste,
c'est parce qu'à un moment donné, sur les fondamentaux, ils sont d'accord, et sur ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, il y a des moyens de s'entendre et de faire des compromis. Donc je pense que les trois droites peuvent être intéressantes pour discuter, pour réfléchir, mais à un moment donné, c'est pour ça que je pense qu'il y a plus... La droite ne me choque pas comme expression en tant que telle, même si après on pourrait se demander aujourd'hui où est-ce qu'elle est, effectivement. Certains pourraient dire, comme Édouard Philippe, je suis plus républicain, mais je suis toujours de droite, ça n'a pas du tout changé sur ce plan-là. Et puis par ailleurs, c'est un drapeau qui est relevé par beaucoup de gens. Il y a des gens Voilà. qui sont vus comme étant de droite, mais qui en refusent le drapeau. On peut penser à un Emmanuel Macron, qui ne souhaite pas le reprendre, mais que beaucoup vont dire non mais c'est bon, ça va, t'es de droite. À l'inverse, d'autres qui vont prétendre ou prendre le drapeau en disant elle est là la vraie droite. Je pense à Éric Zemmour, alors que beaucoup d'autres diront pas trop. Voilà, un peu trop, justement, de droite. Donc d'où en fait cette table ronde, d'où ce questionnement. Christine, je sais que quand je t'avais déjà interviewé la première fois, je t'avais déjà posé cette question, mais je vais te la reposer. Je n'arrive toujours pas à très bien savoir où est-ce que vous habitez, vous les Républicains. Entre d'un côté un Rassemblement national qui joue le jeu des institutions de plus en plus, qui joue le jeu de la professionnalisation, de la normalisation, un Jordan Bardella qui, c'est Libération qui en parlait la semaine dernière, drague les milieux économiques, siphonne les voix des Républicains, donc vous êtes pris par votre droite. Par votre gauche, vous avez un Emmanuel Macron qui mène une politique qui, à bien des égards, pourrait vous convenir, et on voit les difficultés des Républicains à s'opposer à voter des motions de censure, par exemple. Vous êtes où ? Vous êtes coincé entre ces deux blocs énormes. Vous êtes... Alors je pense que la réponse va être encore plus difficile qu'il y a 6 ans. Ça devait être il y a à peu près 6 ans qu'on avait discuté de cette question ensemble. Oui, c'est possible. Ouais, c'était peu de temps après mon élection au Sénat. Parce qu'il y a 6 ans, on sortait en fait d'une élection présidentielle qu'on nous avait un peu volée. Enfin, c'était notre sentiment. Alors après, c'est partagé ou pas. Mais peu importe, c'est un sentiment. Voilà. Et on avait aujourd'hui clairement, et on le voit encore là aux dernières élections sénatoriales qui ont eu lieu dimanche dernier, le Rassemblement national progresse partout. Dans mon département, ils avaient 2 grands électeurs. Donc sur le papier, ils devaient avoir 2 voix. La liste a fait 40 voix. Donc ça veut dire que 38 personnes, et il y a eu des blancs et autres. Donc à la rigueur, on avait d'autres possibilités de dire qu'on était content par aucune des offres proposées en mettant un blanc, un nul. Non, il y en a 38 autres que les 2 fléchés qui ont voté pour le Rassemblement national. Et ce qui est vrai dans ce département, les Hauts-de-Seine, est vrai dans tous les autres départements de France. Donc ils progressent petit à petit. Donc ça veut certainement dire qu'ils se normalisent. Et je pense qu'effectivement, les voix qui prennent, ils les prennent majoritairement chez nous. Parce que dans mon département, il y avait une liste France Insoumise et autres. Donc si on était révolté, on pouvait choisir de voter pour la France Insoumise. Donc effectivement, nous, notre positionnement, il est assez étroit. Et en même temps, on n'est pas 100% d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est peut-être là où, alors je vais me faire taxer de conservatrice tout au bout du banc, mais... Aujourd'hui, nous, on pense qu'effectivement, enfin moi, si je devais vous le dire, la politique économique d'Emmanuel Macron, il y a des choses que j'aurais pas faites. J'aurais jamais supprimé la taxe d'habitation, parce que déjà l'argument qu'on nous a opposé, c'est que c'était injuste. Mais alors pour la même raison, on aurait dû supprimer la taxe foncière, parce que c'est tout aussi injuste. C'est exactement le même mode de calcul, la même assiette. Donc on a supprimé un, mais pas l'autre, parce qu'effectivement, ça fait démago de taxer les propriétaires. Ils sont censés être riches. Par contre, supprimer la taxe d'habitation payée par tout le monde, c'était cool. Mais bon, on n'a pas réglé le problème de fond sur injuste ou pas juste. Et pourquoi je ne l'aurais pas supprimé ? Parce qu'en fait, en payant cet impôt, qui était un impôt local, lié à la ville où on habite, on savait qu'on payait les services. On payait les services publics qu'on utilise. La bibliothèque, la voirie bien entretenue, les écoles où on met ses enfants. Donc on crée un vrai lien entre le citoyen et l'endroit où il habite. Mais ce que tu avais commencé à dire, c'est que mis à part cette histoire de taxe, non, globalement, pas que cette histoire de taxe. Économiquement, ça te convient, Emmanuel Macron ? Globalement. Économiquement, ça me convient. Et d'ailleurs, Robin l'a dit, c'est quand même on essaie de baisser les impôts. Alors, on a encore beaucoup de progrès à faire parce que là, cette année, les prélèvements obligatoires vont augmenter. Et voilà, on a encore du chemin à faire, mais au moins, il y a une tentative d'essayer. C'est mieux que ce qui a été fait dans le quinquennat précédent où là, c'était clairement pas le chemin emprunté. Mais là où il y a, je pense, une différence substantielle entre la droite et certainement le centre, et encore, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vrai de toutes les tendances de la majorité présidentielle ? Je ne sais pas. C'est quand même sur les questions de société, et là on va le voir. Enfin, clairement, nous, de la fin de vie, très majoritairement sur la bioéthique, il y avait une opposition, on était contre, la droite était contre, et demain sur la fin de vie, la droite sera contre. Et je pense que c'est vraiment là où il y a des marqueurs les plus forts de différence. C'est un rejet d'un libéralisme que vous voyez comme une
je sais pas, que vous taxez de pas assez ancré, pour reprendre ce qu'expliquait Émilien, dans des traditions, dans des racines. Ça va trop loin, ça va trop vite, c'est trop progressiste, la société change trop vite. C'est peut-être parce que nous aussi, on accorde de la valeur à des choses qui n'ont justement pas de valeur sur le marché. Enfin, si on pense à la fin de vie, objectivement, il faut être clair, ça coûterait beaucoup moins cher à la société. Dès que quelqu'un est un peu malade, on l'euthanasie, c'est fini. Enfin, les soins qui coûtent les plus chers, c'est les journées de soins palliatifs, c'est les soins de longue durée. Ça coûte à la société, puisqu'on paye tous le budget de la sécurité sociale. Après, qu'est-ce qu'on perd aussi en termes d'humain dans ces derniers jours, dans ces derniers instants de partage, dans ces derniers instants, et ça n'a pas de valeur monétaire. Ouais, Nous, on estime que ça a une valeur très importante, qui est même supérieure aux valeurs des euros, alors qu'il ne vous a pas échappé qu'on est très attentif à la dépense publique, au niveau de l'endettement, et qu'on pense qu'il faudrait avoir une trajectoire beaucoup plus ferme sur les finances publiques. Robin, est-ce que tu es un cynique qui n'a plus d'éthique? Non, c'est une manière très provoque de te poser la question. Mais encore une fois, tu nous disais tout à l'heure que toi, tu te sentais très très bien dans tes baskets avec Emmanuel Macron, parce qu'il l'a permis dans de mes mocassins, parce que je suis de droite quand même. Ah oui, quand même, faut pas déconner, ouais. Parce que justement, t'es de droite et que du coup, là, t'es vachement bien dans tes mocassins. Il est pas trop de gauche, Emmanuel Macron, ça va. Mais son côté 2017 est de droite et de gauche. C'était quoi? C'était une arnaque? C'était faux? C'était une bonne volonté de sa part et finalement non? Comment tu le vois, toi? Bon, d'abord, je dois répondre à Christine parce que on est collègue de commission des finances et si les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts que payent les entreprises et les particuliers au total en volume augmentent, individuellement sur les entreprises et sur les particuliers, ils ont baissé factuellement. Sauf que quand vous baissez des taux, parfois vous favorisez la création d'emplois, c'est ce qui s'est passé dans notre pays. Plus d'emplois, c'est plus de rentrées de cotisations et d'impôts. Et donc au total, vous avez plus d'impôts avec des taux d'imposition qui sont moins grands. C'est quand même ce qu'on constate. Voilà. Mais nous avons encore un chemin à parcourir pour baisser les prélèvements obligatoires, puisque nous restons le pays champion de l'OCDE, des impôts et des taxes. Quand bien même parfois certains nous taxent d'une politique ultralibérale, la France est loin d'être dans une politique de la rigueur et de l'ultralibéralisme quand même quand on regarde les chiffres. Pour en revenir à la situation de la droite et son rapport avec Emmanuel Macron. La droite a vécu un grand moment de paresse ces dernières années et je sais parce que j'y ai sans doute contribué. C'est-à-dire que la droite, elle a quand même l'habitude de se pencher d'abord effectivement autour de la figure d'un chef, qui est le leader qui réconcilie un peu les sociologies différentes de la droite. C'est normal qu'il y ait des sociologies différentes de la droite parce que la droite, historiquement le parti gaulliste, on cite souvent cette phrase de Malraux, le métro à 6h du soir, c'était le rassemblement du cadre et de l'ouvrier, de l'agriculteur et de l'urbain. Et on voit bien que ces sociologies électorales, aujourd'hui, elles dévient. Il n'y a plus vraiment de parti de masse qui englobe toute cette société. Et à droite, il y avait historiquement le leader qui faisait la synthèse entre l'urbain et le rural, entre le cadre et l'ouvrier. Ça a été le cas de Chirac, ça a été le cas de Sarkozy. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce leader à droite, dans le camp historique de la droite, le camp des Républicains, qui vraisemblablement fait cette union. Et il y a un contexte politique, effectivement, qui change un peu. On n'arrive pas aujourd'hui à avoir un camp politique qui réembrasse toutes les sociologies françaises. Et chacun doit prendre sa part. En gros, si vous regardez la sociologie électorale, l'urbain et le rural, où ça va plutôt bien, à voter pour Emmanuel Macron. L'urbain, où ça va très mal, à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et le rural, où ça va très mal, à voter pour Marine Le Pen. Et on a des France, j'ai l'idée. Voilà, géographiquement, on voit des France qui ne se parlent plus et qui n'arrivent plus à faire projet commun autour d'un même parti. Première chose. Et puis deuxième chose, la droite s'est souvent pensée d'abord comme une anti-gauche. Là, c'est l'anticommunisme, c'est vrai, bien sûr. Voilà, oui. Comme une anti-gauche. Et encore aujourd'hui. Et ça ne marchait plus, je dirais, jusqu'en 2022, parce que la gauche était plus bactère. En 2022, il s'est passé quand même le phénomène Mélenchon qu'il faut reconnaître, et la création de la NUPES, qui a, et on l'a vu dans la progression de la NUPES, et notamment de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, qui a recréé des coalitions de gauche qui ont effacé la droite de certains territoires et qui l'ont obligé à bien voir qu'aujourd'hui, on lui soustrayait des voix, on lui soustrayait des idées aussi, parce que le Rassemblement national, vous l'avez dit, essaye de plus en plus d'être une sorte de droite respectable. Et puis de l'autre côté, la gauche était à nouveau capable, on va voir dans la durée, vraisemblablement c'est pas facile, parce qu'ils parlent beaucoup,
et ils se disputent beaucoup, mais a réussi à nouveau à faire une coalition électorale qui, dans un scrutin uninominal à 2 tours, évince la droite classique au premier tour et l'empêche même de faire des duels qui peuvent être un peu fratricides entre la majorité d'Emmanuel Macron et la droite restée chez LR. Donc effectivement, on a des curseurs sociologiques et électoraux qui ont totalement bougé aussi et qui expliquent que les Républicains ne trouvent plus l'espace pour faire exister leurs idées et leurs solutions. Qu'est-ce que tu penses, Alexandre, de l'idée que la gauche est par essence populaire et la droite est par essence bourgeoise? Non, Est-ce que c'est une caricature débile? Est-ce que la droite populaire existe? Est-ce qu'elle existe encore? Effectivement, en tout cas, elle a existé. Effectivement, hein, le métro à 6 heures, c'était effectivement une formule courante. On voit que Nicolas Sarkozy, en 2007, avait réussi à conquérir Dans des aussi usines. l'électorat populaire en allant chercher, en triangulant, en allant chercher des voix sur des thématiques un peu différentes de celles habituellement associées à la droite. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la gauche, je ne suis pas sûr du tout qu'elle représente l'électorat populaire. L'électorat populaire, aujourd'hui, il est réfugié dans l'abstentionnisme et largement dans le vote Rassemblement national, donc qui n'est pas vraiment un vote de gauche. C'est moins qu'on puisse dire. Donc je pense qu'effectivement, ça ne marche plus du tout tel que tu viens de le décrire. Mais avant, on était dans un paysage, effectivement, bipartisan. C'était facile. Il y avait la gauche et la droite, et c'était facile de se repérer. Aujourd'hui, on est dans un système de tripartisme qui semble être assez durable, avec un bloc central, Macron, on va dire plutôt qui se reconnaît dans l'économie de marché, qui se reconnaît dans l'Europe, un bloc NUPES largement dominé par les Insoumis, et un bloc RN très fort. Et dans cet espace, effectivement, LR occupe une interstice dont on voit mal comment ils peuvent réussir à s'imposer, du moins tant qu'il n'y a pas non plus de figure, de leader qui arrive à s'imposer. C'est ce qu'essaye de faire. On voit bien quelques personnes comme Laurent Wauquiez, mais enfin, c'est un échec complet pour l'instant. Et il n'y a pas de moteur pour permettre à cet espace aujourd'hui de reconquérir les marches qu'elle a perdues. Il y a une question aussi que je voulais vous poser, et j'assume complètement parce qu'on est sur Twitch, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, c'est cette question de la droite et des jeunes. Moi, je n'ai jamais aimé l'idée qu'un jeune, c'est plus facilement de gauche qu'un... je sais pas, il y aura un espèce de tropisme naturel du jeune d'aller vers la gauche, parce que, je sais pas, quand on est ado, on est rebelle, et que donc la rébellion, c'est la gauche, etc. Je n'ai jamais aimé cette grille d'analyse-là, et je reconnais qu'il y a... Alors pour parler de la France, il y a des époques où être de droite c'était extrêmement cool quand tu étais jeune. Je parle des années 93-95. Ces années Chirac, c'était la fin des années fric et c'était le moment où les socialistes étaient vieillissants, relous et ça la foutait, enfin c'était un peu à chier et tout. 2006-2007, Nicolas Sarkozy, les jeunes populaires, il y a eu un moment jeune qui donnait un élan assez important à la droite. Est-ce que c'est une idée sur laquelle je me trompe? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les jeunes sont tous de gauche parce que la droite elle est méchante? Je sais pas, comment vous voyez ça? C'est l'adage, Alexandre. Si on vote pas à gauche à 20 ans, c'est qu'on n'a pas de cœur, et si on vote pas à droite à 40, c'est qu'on n'a pas de portefeuille. Ouais. Mais non, aujourd'hui, effectivement, il est vrai que la droite, les jeunes ne votent pas à droite, en tout cas LR. Quand on va dans un meeting LR, on est vraiment dans un EHPAD, très clairement. Non mais c'est vrai, pardon. Voilà. Rigolez pas trop la gauche, parce que ça peut vous arriver aussi à un moment. Quand on regarde effectivement le vote des jeunes, la part de vote chez les Républicains est infime. Vraiment, c'est vraiment. C'est parce que là, tu parles des Républicains. Tu parles pas de l'éléphant dans la pièce qui est Marine Le Pen et Éric Zemmour. Où là, il y a un vote jeune. Il existe. Je dis pas qu'il est majoritaire. Justement, là, je parlais de la droite, entre guillemets, républicaine, dite républicaine. Mais les jeunes, est-ce qu'ils sont de gauche? Non, parce que les jeunes aujourd'hui, le premier vote jeune, c'est le Rassemblement national, justement. Alors, est-ce que le RN est de droite? Ça, c'est est-ce que c'est d'extrême droite? Ou est-ce que ça transcende les familles politiques par son national-populisme, comme se définit Marine Le Pen? C'est aussi un autre débat en soi. Mais clairement, le cliché du jeune qui voterait à gauche, il était peut-être plus valable en mai 68 qu'en 2022, 2023 même. Et ben alors, du coup, parlons de l'éléphant dans la pièce. Marine Le Pen, est-elle toujours d'extrême droite? Est-elle devenue de droite? Doit-on changer nos catégories
moi qui reste un peu trop ancré dans le début des années 2000, etc. Est-ce que j'ai raison de ne pas l'inviter dans mes émissions? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Marine Le Pen est devenue une femme politique de droite française, peut-être un peu dure sur certains sujets, mais fondamentalement simplement de droite? Émilien? Alors, la question est très compliquée. Le problème, c'est qu'il y a aussi évidemment beaucoup de définitions de ce que c'est que l'extrême droite. C'est même pas une famille politique, c'est un camp politique qui est extrêmement divers. Mettre ensemble des fascistes, des monarchistes, des nationaux, populistes, c'est quand même des choses un peu baroques. Moi, je pense que c'est pas fondamentalement choquant de la mettre dans la catégorie extrême droite. En anglais, on parlerait peut-être plutôt de radical right, c'est-à-dire de droite radicale, mais en France, ça n'a pas la même signification, c'est pas la même chose. Moi, je pense que oui, si on se réfère à Nicolas Lebourg, qui est un peu celui qui fait référence sur la définition, qui est une pensée un peu essentialiste, qui voit la société française comme un corps politique organisé, notamment à défendre contre les assauts un peu menaçants venus de l'étranger, ça me semble correspondre. Et en fait, ce qui pour moi brouille le plus l'image du RN aujourd'hui, c'est pas tant une forme de virage à gauche qu'une forme en fait d'effacement un peu idéologique. C'est-à-dire que ce qu'elle affirmerait avec beaucoup de virulence en 2017 sur l'Europe, sur des propositions très fortes historiques sur l'immigration, sur des questions dites culturelles, aujourd'hui c'est plus très présent. En 2022, ça n'a pas été le bruit et la fureur. En fait, les idées n'ont pas énormément changé. Simplement, il y a un style qui est différent. Voilà. Mais après, en fait, je pense que ce qui contribue le plus à brouiller l'image, c'est pas tant, évidemment, ce que Marine Le Pen fait a un rôle majeur. Le fait qu'elle ait cherché à gommer toutes les références à la Seconde Guerre mondiale, contrairement à ce que faisait son père, joue beaucoup. Mais c'est aussi le reste du système politique. Comment est-ce qu'il bouge ? On voit bien que la droite, un peu à la Chirac, comme elle pouvait exister, ou la droite vraiment post-gaulliste, qui avait des républiques, etc., elle est un petit peu faible aujourd'hui. Alors il y a Édouard Philippe, etc., qui tente un peu de la faire revivre, mais par exemple, aux Républicains, on voit que des tendances qui pouvaient encore tout à fait s'exprimer librement à droite, comme Alain Juppé, aujourd'hui, quelques années après, c'est plus forcément extrêmement présent. Et les gens qui dominent, en fait, dans le champ de la droite, sont des gens qui ont beaucoup insisté pour reprendre des termes, qui venaient plutôt de l'extrême droite, pour dire qu'en fait, on a le droit de poser des questions. En fait, ça a aussi contribué quelque part à déplacer les catégories, ce qui faisait que quand on a invité, par exemple, alors évidemment, je ne parle pas que des politiques, mais aussi médiatiquement, je veux dire, inviter Renaud Camus, il y a 10 ans, c'était comme inviter Soral, ou quoi qu'on l'a invité, Soral, ou inviter un néo-Hitler. Et en fait, sur CNews, c'est passé tranquillement en 2021. Il y a beaucoup de gens qui... Le fait que Zemmour, qui a tenu des propos sexistes dès 2006, ou a été condamné pour injure raciale, ait été dans des plateaux, ait été invité républicain en disant bon, on n'est pas d'accord avec tout, mais enfin il a une pensée intéressante. Ça joue quand même, j'ai pas le temps de développer sur tout ça, mais il n'y a pas que Marine Le Pen qui joue dans ce brouillage des catégories politiques. Christine, qu'est-ce que tu réponds? Enfin, moi, tu sais, je parle à des jeunes, beaucoup sont nés en l'an 2000. Quand je leur parle de cordon sanitaire, ils ne voient pas de quoi je parle. Ils ne comprennent pas cette idée que, issue des réseaux de la résistance, la droite gaulliste serrait la main aux communistes et mettait des balles dans la tête des fachos. Aujourd'hui, quand je leur dis ça, ils disent « Ah bon? Ah, ça existait ça ?» Ah non, non, pour moi, le RN, aujourd'hui, ils sont main dans la main avec l'extrême droite. Et même pire, pour eux, le wokisme, qui est un mot qui en fait recouvre la gauche, est un truc qui leur fait plus peur que l'extrême droite. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que le cordon sanitaire existe toujours, ou est-ce que finalement, droite-extrême droite, oublions les horreurs du passé, serrons-nous la main? Alors ce qui est certain, c'est qu'il peut nous arriver au Sénat de voter des amendements le groupe communiste et le groupe LR. J'ai jamais vu un seul amendement présenté par les non-inscrits, parce que le RN est trop peu présent, qui reçoivent une seule voix d'un sénateur du groupe républicain. Donc au Sénat, non, y a et pas pour moi, de... ce cordon existe toujours, et je pense que la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques sont quand même vraiment rabougris sur eux-mêmes. Hein. Il reste personne, mais dans tous les partis. Enfin, regardez le nombre de militants. Les gens qui prennent une carte, c'est en gros les extrêmes. Et moi, j'ai le sentiment que les gens qui sont de centre droit, ils sont plus dans un parti en fait. Ils savent s'exprimer dans les urnes.
Et d'ailleurs, ils vont s'exprimer. Et en 2017, ils ont beaucoup hésité entre François Fillon et Emmanuel Macron. Et s'il n'y avait pas eu les costumes, c'est très certainement François Fillon qui aurait été devant Emmanuel Macron. Parce qu'ils savaient que derrière François Fillon, il y avait un parti, il y avait une organisation, il y avait des territoires. Mais il y a eu tout ça et ils ont voulu mettre de la morale. Et puis finalement, François Fillon et Emmanuel Macron sur l'économique, qui est vraiment, enfin, vous l'avez dit, quelque chose qui est assez sensible chez les électeurs de droite. Ils ont choisi. Et regardons ce qui s'est passé en 2022 avec quand même de la lucidité. Combien de personnes autour de moi ont changé leur vote le vendredi soir quand, dans les derniers sondages, on leur annonçait qu'ils allaient avoir le choix entre Mélenchon et Le Pen. Mais ils ont été clairs. On se sauve. Il y avait un péril Mélenchon. Ah mais Mélenchon pouvait être le troisième homme. Ils étaient c'est quand même comme ça que ça a été. Oui, c'est vrai, c'était dans un mouchoir de poche. C'était dans un mouchoir de poche et ils se sont dit, my God, il faut que je me sauve. Je choisis le candidat le moins pire. Je choisis Macron. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas regardé la télé le dimanche. Ils le détestent. Ils détestent sa personne. Ils détestent sa manière de s'exprimer. Mais après, la ligne politique était la moins pire et il y en a même derrière qui ont été faire des chèques pour rembourser la campagne de Pécresse. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont quand même assez attirés et pour soutenir les idées de droite. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait toute cette frange-là qui sait s'exprimer, qu'on sait elle n'est pas dans un parti. Et après il n'y a qu'à regarder comment sont faites les élections internes et autres. C'est les militants, c'est ceux qui ont une carte qui votent pour désigner le président de la Fédé, qui ensuite lui-même va désigner. Donc c'est comme ça qu'on en arrive à avoir finalement une expression des groupes politiques qui est assez cornérisée, de mon point de vue, qui ne balaye pas en fait l'intégralité des personnes qui peuvent se retrouver dans ce projet. Et Robin le disait très bien dans sa première intervention. Aujourd'hui, Renaissance ne repose que sur Emmanuel Macron. Demain, il n'y a plus d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore du Renaissance parce que la ligne idéologique, elle est quand même assez floue. Et d'ailleurs, avec Robin, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de différence entre nous deux. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez senti, mais globalement... Ah non, il n'y en a pas des masses, attends, je te le garantis. Enfin, j'essaie de la trouver depuis tout à l'heure, mais ça m'intéresse. Robin, du coup, et ce sera probablement le mot de la fin, c'est quoi l'avenir de la droite pour toi? Est-ce que Marine Le Pen va continuer à se normaliser, se dédiaboliser jusqu'à arriver à l'Elysée? Et ça rime et j'ai pas fait exprès. Ou est-ce que, je sais pas, Édouard Philippe va reprendre le flambeau et va redonner naissance à cette droite chiracienne, populaire, etc. Est-ce que, je sais pas, comment tu vois l'avenir? D'abord, je vais vous raconter une anecdote par rapport à ce que Christine vient de dire. Au moment de la victoire de la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, donc, j'ai décidé de l'accompagner dans l'aventure des élections législatives et d'être clair avec les électeurs de ma circonscription dès le début, dès la campagne, en disant que moi, je siégerais désormais dans la majorité d'Emmanuel Macron parce qu'un paysage politique s'était dessiné. Et que mes idées et ce en quoi je croyais effectivement face à deux grands pôles émergents et pour moi assez dangereux que sont l'extrême droite et l'extrême gauche, il fallait qu'on compte et qu'on puisse porter nos idées dans la majorité d'Emmanuel Macron. Et donc je fais du porte-à-porte dans ma circonscription et puis je me fais engueuler par des gens qui me disent mais vous avez trahi votre famille politique, qu'est-ce que vous faites avec Macron, etc. Et donc on discute, etc. Et je leur dis mais vous avez voté pour qui la semaine dernière? Ah bah pour Emmanuel Macron, vous voulez pas de Mélenchon et Le Pen. Et donc, ensuite j'ai traité tous les gens qui me parlaient de ça sur le marché de traîtres, en disant que c'était eux les traîtres. Non mais c'est marrant comme anecdote. Non mais ça veut dire, ça dit quelque chose. Je vous dis cette anecdote parce qu'effectivement le comportement, entre la manière de se positionner des gens et le comportement et la manière de suivre un leader ou pas, ça recouvre pas forcément l'idéologie profonde et qu'est-ce qu'il y a au fond à droite. Il y a des idées, il y a parfois la volonté de suivre son propre leader, et parfois, à défaut, c'était le cas sans doute de ces électeurs, de choisir le camp du moins pire ou du préférable plutôt que du détestable. Donc c'est assez fondamental aussi, je pense, dans le pragmatisme d'un électeur de droite. Ensuite, pour conclure peut-être sur Marine Le Pen, je crois que ce qui a beaucoup changé, Marine Le Pen est d'extrême droite, le Rassemblement national et la transfiguration du Front National, mais avec un fond idéologique qui est le même. Ce qui a changé, c'est la conquête du pouvoir. Jean-Marie Le Pen, à l'époque, pour cette génération qui ne l'a pas connu, et moi, je suis vraiment à la fin aussi de cette... moi aussi, au tout début de cette génération. J'ai connu 2002, mais j'étais quand même petit. C'était quelqu'un qui était dans la provocation et dans l'antisystème, mais qui n'était pas dans la conquête de l'Élysée. Non. Et le fondamental de la conquête de l'Élysée, c'est effectivement d'aller conquérir un espace électoral qui n'est pas le sien initialement. Et en fait, tout le monde sait
pour ceux qui votent extrême droite, tout le monde sait à peu près les positions sur l'immigration, sur l'autorité, sur la police et la justice. Et donc elle n'a pas besoin d'en rajouter. Elle a été mise un peu au défi par l'irruption de Éric Zemmour, mais finalement ça ne l'a pas beaucoup fait bouger, électoralement parlant, sur ses bases. Et donc c'est la stratégie de Le Pen, c'est la stratégie de Bardella d'aller cyniquement conquérir un électorat qui n'est pas l'électorat initial en se grimant parfois avec des accents de la droite classique. Sauf que, et j'en finis là, il y a aujourd'hui une clarification, je pense, et l'année qui vient est représentative de ça, il y a une clarification dans tous ces pôles idéologiques qui ont émergé. C'est le lien avec l'Europe et la construction européenne. Moi, je viens d'une droite républicaine qui pense qu'on peut être français et européen, on peut défendre la France, aimer son pays, aimer sa nation, mais aussi l'inscrire dans un projet commun de paix et de prospérité économique qui doit se construire avec l'Europe. Et Emmanuel Macron a clarifié ça, cet espace européen. Et aujourd'hui, Marine Le Pen risque d'être un peu dans la même situation, et c'est pour ça que moi, je mesure aussi le chemin qui reste à parcourir pour ceux qui la promettent à être dans une position de gagner la présidentielle. C'est que ce rapport-là à l'Europe, il a beaucoup changé. Il y a aujourd'hui le camp de la fermeture qui est l'extrême droite, et je pense que l'électeur traditionnel de la droite, il restera encore réticent à aller vers ce camp de la fermeture. Et par ailleurs, il faut obtenir des résultats sur le plan économique, sur le plan régalien aussi, sur le plan de l'autorité, pour ne pas que l'extrême droite puisse prospérer sur l'idée que l'État serait faible, que l'État serait défaillant. Ouais. Et c'est un sujet qu'on a vu aussi et qu'on a analysé au moment des résultats dimanche dernier des élections sénatoriales. C'est la forte résistance, mine de rien, des grands partis traditionnels structurants du paysage politique du XXe siècle. PS, LR, ça marche encore dans les territoires. LFI, Renaissance, RN, toujours pas de ouf. C'est intéressant ça parce que c'est un peu le double niveau de lecture de 2022, tripolarisation du paysage politique à l'Assemblée, ok, intéressant, mais aussi déconnexion du local et du national. Bien fonctionner au niveau national, ça donne pas des garanties de fonctionner au niveau local et inversement. Et la droite du coup, cette droite territoriale, cette droite des territoires ruraux, qu'on retrouve beaucoup plus dans la majorité sénatoriale que chez Emmanuel Macron, comment est-ce qu'on explique qu'elle ne parvient pas à faire plus de scores ? Je pense qu'il ne faut pas surinterpréter les résultats des sénatoriales, qui est un mode de scrutin, on le sait, évidemment, extrêmement particulier, puisque ce sont les grands électeurs, les notables, les élus, les conseils municipaux. Regarde les municipales de 2020 alors. Le RN n'a pas fait des scores extraordinaires en 2020. Non, mais justement, parce que les élections locales ont leur propre dynamique, et les sénatoriales, dont naturellement favorisent les partis anciennement installés, les partis notables que sont LR, qu'est le PS, qu'est le Parti communiste. Mais croire qu'à la simple lecture des sénatoriales que LFI serait inexistant ou que le RN ne serait qu'émergent, à mon avis, serait une erreur. Émilien, Emmanuel Macron, Éric Ciotti, Marine Le Pen, c'est la même chose. C'est une erreur d'analyse pour toi? Oui, moi, quand on a une perspective un peu... Je caricature à peine parce que tu sais, c'est des trucs que je lis dans le chat. Hein. C'est l'idée que la droite, finalement, c'est un grand sac. Ouais, tout ça, c'est la droite. Non, mais évidemment, si on a une perspective un peu trop de scolambertiste, de très très loin, oui, ça ressemble un peu. Quand tu retires tes lunettes dans le c'est contre l'immigration, c'est un peu libéral, on ne sait pas trop. Donc oui, après, effectivement, mais je pense que même entre la droite républicaine et la droite extrême, il y a des différences fondamentales qui expliquent aussi que, malgré tout, ce ne soit pas allié, qui continue à ne pas s'allier. Que le cordon sanitaire, au niveau électoral en tout cas, résiste, même si effectivement, après, au niveau des idées, ça peut être un peu plus flou. Non, c'est quand même pas la même chose entre au niveau de la position sur l'immigration, de ce que c'est que la tolérance, que c'est qu'un être humain, que la vision aussi l'électorat, simplement. Qui on va viser, sur quelle base, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, la conception de la politique. Il y a aussi il y a des partis très anciens, avec une tradition qui date de presque 70 ans pour les post-gaullistes, des partis très très récents qui décident que tout ça va, on peut s'en débarrasser. Non, c'est quand même pas la même chose. Après, il faut bien voir que parfois, on a aussi un peu du mal à, je pense du point de vue des électeurs, à comprendre pourquoi est-ce que certains partis qui sur des sujets sont quand même assez d'accord, parviennent pas à s'entendre ou à franchir le pas de la coalition. Et là, je ne pense pas forcément
à LR et au RN, mais plutôt à LR et au gouvernement sur certains sujets en tout cas. Il y a une opposition formelle qui après a du mal à un peu être justifiée dans le discours. C'est-à-dire de pourquoi est-ce que, à un moment donné, on ne dit pas clairement, on fait des projets ensemble. Pour les réformes des retraites, c'était un petit peu le cas, mais ça reste très limité. Pourquoi est-ce qu'on ne vote pas, par exemple, la loi prévisionnelle pour le budget? Je ne doute pas qu'il y ait des très bonnes raisons, mais en termes de message politique, ça a du mal à se traduire un petit peu. Et pour les électeurs, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'ils ne comprennent pas forcément pourquoi est-ce que les alliances sont ce qu'elles sont et pourquoi est-ce qu'ils ont un peu l'impression que tout est dans tout et que malgré tout, ces partis n'arrivent pas à s'entendre. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus à Paul & Chill explorer avec nous. J'espère que c'est plus clair pour les gens qui vous ont écouté, pour les gens sur Internet qui ont compris que la droite c'était une longue histoire, c'est subtil, C'est cool, passionnant. je sais pas, mais voilà. C'est Mais cool. que c'est complexe, que c'est subtil, qu'il y a des divergences, des différences et une histoire, que c'est au moins aussi funky que la gauche. Merci Oui. beaucoup à vous quatre. Plus. Et alors attendez, Plus. hop là. Bougez pas parce que ça va aussi être le mot de la fin du coup pour moi. On arrive à la fin de cette partie-là de Paul & Chill, chers amis. Merci du fond du cœur d'avoir assisté à ces différents temps d'échange, à ces conférences. Merci beaucoup aux participantes et aux participants. Merci beaucoup aux personnes qui sont venues faire des cartes blanches. Merci à vous d'avoir participé à cette édition de Paul & Chill. J'en profite d'ailleurs pour remercier ZQSD à la production, Equal Production pour la programmation et toute mon équipe avec Pemp, avec Andrea, avec qui on a préparé depuis 3 mois maintenant cette édition de Paul & Chill. Je vous le disais, cette édition de Paul & Chill ici ce soir dans un bar à Paris, c'est une version bêta d'un projet que je rêve d'organiser l'été prochain en plein air, cette fois-ci vraiment en dehors de Paris, un vrai festoche avec des chapiteaux, avec des merguez, etc. Est-ce que ça vous dira de venir ? Eh ben ça me ferait super plaisir de l'organiser. Merci du fond du cœur, c'était mon cadeau à la communauté. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Petit point logistique aussi, évidemment la soirée n'est pas terminée. Ce qui va se passer, c'est que là on va débarrasser la scène et la salle et vous allez participer, je vais vous expliquer. Et ensuite on a une série de DJ qui ont accepté de venir jouer pour Paul & Chill spécifiquement, notamment Floral Records, qui est le label de production de Ponce. Merci Pompon d'avoir accepté. Donc vous allez les voir tout à l'heure qui seront là. Et là vous allez participer parce que vous allez tous plier les chaises. Ça va durer moins de 30 secondes. Allez on plie les chaises. Malek, je te redonne la parole, à plus.